Neuilly-sur-Seine, Paris. Louis ne parlait plus depuis 9 mois, depuis que sa mère était morte dans l'incendie qu'il avait vu depuis la fenêtre. L'enfant de 5 ans vivait comme un fantôme dans l'hôtel particulier de 20 millions d'euros de son père, Philippe Beaumont, magnat de l'immobilier qui avait tout essayé, les meilleurs psychiatres d'Europe, l'hypnothérapie, même des guérisseurs. Rien. Puis arriva Camille, la nouvelle gouvernante, 28 ans et un passé qu'elle cachait soigneusement. Le premier jour, au lieu d'essayer de faire parler Louis, elle s'assit sur le sol et commença à construire des vaisseaux spatiaux avec des Legos, parlant toute seule des planètes qu'elle visiterait. Après 3 heures, Louis murmura « Je peux venir aussi ». Philippe, qui regardait depuis les caméras de sécurité, s'effondra en larmes. Mais quand il découvrit que Camille était la sœur du pompier mort en tentant de sauver sa femme, et qu'elle s'était infiltrée dans la maison pour une raison que personne ne pouvait imaginer, tout changea. L'hôtel particulier des Beaumont dominait l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly comme un monument à la réussite et au pouvoir, 20 millions d'euros de pierres de taille et de fer forgé qui cachaient une douleur insupportable. L'été touchait à sa fin et les marronniers du jardin privé commençaient à jaunir. Mais derrière ces murs, le temps semblait s'être arrêté 9 mois plus tôt, la nuit de l'incendie. Philippe Beaumont arpentait les couloirs déserts aux premières lueurs de l'aube, comme chaque matin depuis cette maudite nuit de décembre. 42 ans, les cheveux grisonnant prématurément ces derniers mois, il portait le poids du succès et de la tragédie avec la même rigidité que ses costumes Dior. L'empire immobilier qu'il avait bâti du néant continuait de croître. Ses tours portant son nom s'élevaient dans tout Paris et au-delà, mais rien de cela n'avait d'importance quand il entrait dans la chambre de son fils et le trouvait dans la même position exacte, assis devant la fenêtre, immobile, muet. L'enfant était toujours là, chaque matin, chaque soir, souvent même la nuit. La fenêtre donnait sur le jardin et, précisément où se trouvait l'aile de la maison qui avait brûlé. Maintenant, il n'y avait qu'une pelouse parfaitement entretenue, comme si rien ne s'était passé. Mais Louis continuait à fixer cet endroit comme s'il pouvait encore voir les flammes, encore entendre les cris, encore espérer que sa mère apparaisse dans la fumée. Il était 7 heures ce lundi matin de septembre, quand l'interphone de la demeure sonna. Philippe l'entendit à peine, perdu qu'il était dans l'observation de son fils à travers les caméras de sécurité, une habitude obsessionnelle qu'il avait développée pour veiller sur lui sans le déranger. La nouvelle gouvernante était arrivée. Camille Moreau se présenta au portail avec une valise modeste et un curriculum impeccable. 28 ans, diplômée en psychologie, bien qu'elle ne l'ait pas souligné lors de l'entretien téléphonique, des références parfaites de famille de la haute société lyonnaise. Philippe l'avait embauchée par désespoir, après que la 11e gouvernante eut renoncé, écrasée par le silence oppressant de l'enfant et l'atmosphère de tombeau qui imprégnait la demeure. L'homme l'a reçue dans son bureau, un espace qui transpirait le pouvoir et la richesse, mais aussi une profonde solitude. Les murs étaient couverts de photos de projets immobiliers, de prix, de certificats, mais dans un coin, presque caché, se trouvait une photo de famille. Lui, Isabelle et Louis, souriant sur la plage de Deauville, le dernier été avant le désastre. Philippe expliqua la situation avec le détachement clinique de celui qui a répété l'histoire trop de fois. L'incendie s'était déclaré dans l'aile est de la maison où Isabelle avait son atelier de peinture. Un court-circuit, avaient dit les enquêteurs. Il était à Shanghai pour affaires. La nounou avait réussi à mettre Louis en sécurité, mais Isabelle était restée piégée en essayant de sauver ses tableaux. Un pompier était mort en tentant de la rejoindre quand le toit s'était effondré. Depuis cette nuit, Louis n'avait plus prononcé un mot. Camille écouta en silence, les mains entrelacées sur ses genoux, trahissant une tension que son visage calme ne montrait pas. Quand Philippe eut terminé, elle demanda seulement où était la chambre de l'enfant. Elle ne posa pas de questions sur les tentatives thérapeutiques précédentes, ne demanda pas de détails sur le comportement de Louis, ne proposa pas de stratégie. Elle demanda simplement à pouvoir le rencontrer. Philippe l'accompagna au 2e étage, marchant dans des couloirs ornés d'œuvres d'art que personne ne regardait plus.
Il s'arrêta devant la porte de la chambre de Louis, l'avertissant que l'enfant ne réagirait pas à sa présence, qu'elle ne devait pas le prendre personnellement, qu'il faudrait du temps, peut-être des mois, avant de voir le moindre progrès. Camille entra dans la chambre sans faire de bruit. Elle était immense, remplie de jouets coûteux jamais touchés, de livres jamais ouverts, un lit en forme de bateau pirate où Louis ne dormait presque jamais, préférant s'endormir sur le fauteuil devant la fenêtre. L'enfant était là, comme toujours, vêtu du pyjama Astérix qu'il portait depuis 3 jours, les cheveux châtains ébouriffés, les yeux fixés sur le jardin. Ce que Camille fit ensuite stupéfia Philippe, qui observait depuis les caméras. Elle ne s'approcha pas de l'enfant. Elle n'essaya pas de lui parler avec cette voix mielleuse et fausse que tous les adultes utilisaient avec lui. Elle ne chercha pas à le toucher ou à attirer son attention. Au lieu de cela, elle s'assit sur le tapis d'Aubusson au centre de la pièce, à plusieurs mètres de Louis, et vida le contenu d'un grand sac qu'elle avait apporté. C'étaient des Legos, des milliers de pièces colorées qui se répandirent sur le tapis avec un bruit joyeux qui semblait étranger dans cette chambre silencieuse. Camille commença à construire, méthodiquement, concentrée, comme si elle était seule au monde. Ses mains bougeaient avec précision, sélectionnant les pièces, les emboîtant, créant quelque chose qui commençait à prendre la forme d'un vaisseau spatial. Une demi-heure passa en silence absolu. Philippe était sur le point d'intervenir, pensant que c'était une énième approche vouée à l'échec, quand Camille commença à parler. Pas à Louis, mais au vaisseau qu'elle construisait, ou peut-être à elle-même. Sa voix était basse, presque un murmure, mais claire. Elle racontait l'histoire d'une planète lointaine où les enfants pouvaient voler, où les larmes se transformaient en étoiles filantes qui exauçaient les vœux. Elle parlait d'astronautes courageux qui voyageaient à travers des galaxies de bonbons et des nébuleuses de barbe à papa. Elle décrivait une lune spéciale où toutes les mamans qui devaient partir pour de longs voyages attendaient leurs enfants, préparant des gâteaux cosmiques et racontant des histoires à travers les rayons de lune. 1 heure passa, puis 2. Philippe avait annulé tous ses rendez-vous collés à l'écran de son ordinateur. Il ne s'était pas rendu compte qu'il retenait son souffle jusqu'à ce qu'il voie quelque chose qui le fit sursauter. Louis avait bougé. Pas beaucoup, juste une rotation de quelques degrés sur sa chaise, mais maintenant il pouvait voir Camille du coin de l'œil. Ses mains, restées immobiles sur ses genoux pendant des mois, se contractèrent légèrement. Les yeux, toujours fixés sur le jardin, se déplaçaient maintenant occasionnellement vers la femme et sa création colorée. Camille continuait à construire et à raconter, apparemment inconsciente du petit spectateur qui lentement, millimètre par millimètre, se tournait vers elle. Le vaisseau grandissait, devenait plus élaboré, avec des ailes qui s'étendaient et des postes de commande détaillés. L'histoire devenait plus captivante. Elle parlait d'un petit astronaute qui avait perdu sa voix dans une tempête cosmique, mais qui pouvait encore communiquer à travers les couleurs et les constructions. À la 3e heure, Louis était complètement tourné vers Camille, bien qu'il garde encore ses distances. Ses yeux suivaient chaque mouvement de ses mains, chaque pièce qu'elle ajoutait à la construction. Philippe vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis 9 mois. De l'intérêt, une étincelle de vie dans les yeux éteints de son fils. Ce fut quand Camille décrivit comment le vaisseau avait besoin d'un copilote courageux, quelqu'un qui connaissait la douleur mais n'avait pas peur de voyager vers de nouvelles étoiles, que le miracle se produisit. Une petite voix rauque, rouillée par le non-usage, à peine un murmure, brisa le silence qui durait depuis 9 mois. « Je peux venir aussi ?» Camille ne montra aucune surprise, ne fit aucun mouvement brusque qui pourrait effrayer l'enfant. Elle leva simplement les yeux, sourit doucement et dit que certainement, mais d'abord, il devait construire une combinaison spatiale spéciale, car ce voyage serait à travers des galaxies jamais explorées auparavant. Dans son bureau, Philippe s'était effondré sur son bureau, le corps secoué de sanglots qu'il ne s'était pas permis depuis des mois. Son fils avait parlé. Après 9 mois de silence tombeau, d'échecs avec les meilleurs spécialistes d'Europe, une simple gouvernante avec des Legos avait fait le miracle. Louis se leva de sa chaise, lentement, comme si ses jambes devaient se rappeler comment fonctionner. Il s'approcha de Camille avec des pas hésitants, puis s'assit à 1 mètre d'elle,
pas plus près, mais assez pour mieux voir le vaisseau. Camille lui passa quelques pièces, lui montrant où les attacher, et ensemble, ils continuèrent à construire. Ils ne parlèrent pas beaucoup ce premier jour. Louis ne dit que quelques mots de plus, principalement ici ou ça, en montrant les pièces. Mais c'était un début. Quand vint l'heure du dîner, Camille n'insista pas pour qu'ils descendent. Au lieu de cela, elle demanda à la cuisinière d'apporter la nourriture dans la chambre, et ils mangèrent assis sur le tapis, le vaisseau entre eux comme un pont entre deux mondes. Philippe les regarda manger en silence, voyant son fils porter la nourriture à sa bouche avec intérêt pour la première fois depuis des mois. Camille racontait encore des histoires, maintenant de planètes faites de pâtes et d'océans de sauce tomate, faisant presque sourire Louis. Presque. Cette nuit-là, pour la première fois, Louis dormit dans son lit. Camille resta assise sur le fauteuil près de la fenêtre, celui où il dormait habituellement, lisant un livre à la lumière de la lampe. Quand l'enfant s'agita pendant la nuit, elle commença simplement à fredonner une mélodie basse et douce, sans paroles. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Et il se calma. Philippe ne dormit pas. Il resta éveillé à regarder les caméras, à observer cet inconnu qui avait fait en un jour ce qu'il n'avait pas réussi à faire en 9 mois. Il se demandait qui elle était vraiment, pourquoi son approche avait fonctionné, ce qu'elle cachait derrière ce calme professionnel. Il ne pouvait pas savoir que Camille, dans la pénombre de la chambre, serrait dans sa poche une photo froissée d'un jeune homme en uniforme de pompier, son frère Thomas, mort en tentant de sauver Isabelle Beaumont. 2 mois après, la demeure avait repris vie. Louis parlait régulièrement avec Camille, riait devant les dessins animés, mangeait avec appétit. Philippe travaillait plus souvent depuis la maison, attiré par les rires qui provenaient de la chambre de son fils. Un soir de novembre, après que Louis dormait, Philippe trouva Camille dans le salon en train de ranger une énième construction Lego. Assis au piano à queue qui avait été celui d'Isabelle, il commença à raconter l'incendie avec des détails qu'il n'avait jamais partagés. Le voyage à Shanghai, la dernière dispute téléphonique avec Isabelle, le pompier mort en tentant de la sauver. Thomas Moreau, 24 ans. Au nom de Thomas, Camille se raidit. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage, et Philippe comprit immédiatement. Les traits familiers, les yeux verts, même la façon d'incliner la tête. Il l'avait vue aux funérailles de Thomas, au premier rang. Camille avoua tout. Elle était la sœur de Thomas. S'était infiltrée avec de faux documents pour voir l'enfant pour qui son frère était mort. Pas par vengeance, mais pour comprendre si le sacrifice avait eu un sens. Et elle avait trouvé Louis détruit, un fantôme qui avait besoin d'aide et n'avait pas pu partir. Au lieu de colère, Philippe ne ressentit qu'un immense soulagement. Il comprenait enfin pourquoi Camille avait réussi là où tous avaient échoué. Elle connaissait la douleur de la perte, portait le même poids. Ils se retrouvèrent assis côte à côte sur le canapé, 2 âmes brisées par le même événement, unies dans le deuil. Quand Louis apparut à la porte en pyjama, voyant les 2 adultes en larmes, il grimpa entre eux et prit une main de chacun. Il ne dit rien, mais sa présence était tout. Il s'endormit ainsi, un pont vivant entre 2 douleurs. Le printemps apporta des progrès extraordinaires. Louis avait repris l'école, s'était fait des amis, ses dessins montraient encore des ombres, mais aussi des étoiles et des vaisseaux. La relation entre Philippe, Camille et Louis avait pris des contours familiaux, bien que non définis. Ce fut Louis lui-même qui dévoila le secret caché. Un après-midi de mai, en construisant avec les Legos, il trouva dans le sac de Camille la photo de Thomas en uniforme. Il l'étudia attentivement, remarquant immédiatement la ressemblance avec Camille. Puis, avec un calme bouleversant, il alla chercher une coupure de journal qu'il avait cachée, l'article sur la mort héroïque de Thomas. Il posa les 2 photos côte à côte et regarda Camille avec une sagesse ancienne. Il dit simplement qu'il savait, qu'il l'avait toujours su d'une certaine façon. Il l'avait senti dans la façon dont elle le regardait, avec un amour mêlé de douleur qui allait au-delà de la simple affection professionnelle. Philippe entra à ce moment-là, vit la scène et comprit que la vérité avait émergé.
Louis parla avec une maturité déchirante. L'oncle Thomas était mort pour sauver maman, Camille était venue pour voir si cela en valait la peine, et il était heureux qu'elle soit venue car maintenant, il avait de nouveau une famille, même si étrange. L'enfant étreignit Camille, en lui disant que l'oncle Thomas serait heureux, que maman au ciel était contente que papa ne soit pas seul. Les familles se forment de façons étranges, dit-il. L'important est de s'aimer. Ils pleurèrent ensemble tous les trois, ouvertement, sans plus de secret, seulement la douleur partagée et l'amour naissant. L'été apporta une décision qui changea tout. Philippe, un soir après que Louis était couché, trouva Camille dans le jardin commémoratif qu'il avait fait aménager où se trouvait l'aile brûlée. Il y avait 2 plaques de marbre, une pour Isabelle, une pour Thomas. Il s'assit à côté d'elle sur l'herbe, geste que l'ancien Philippe n'aurait jamais fait. Ils parlèrent longuement cette nuit-là, de comment Louis avait besoin de stabilité, de comment le secret maintenant dévoilé n'avait rien détruit, mais au contraire avait renforcé leur lien étrange. Philippe fit une proposition qui surprit tous les deux par son audace et sa simplicité. Il demanda à Camille de rester, non plus comme gouvernante, mais comme tutrice légale de Louis avec lui. Une famille non conventionnelle mais réelle, unie non par le sang ou le mariage, mais par le choix conscient de prendre soin les uns des autres. Avant que Camille puisse répondre, Louis apparut en pyjama à la porte du jardin. Il avait tout entendu, dit-il avec la franchise des enfants, et son opinion était claire. Il voulait Camille comme maman, pas à la place de la vraie maman, mais comme nouvelle maman, deuxième maman, maman d'après. L'accord fut scellé non par des documents légaux, mais par une étreinte à 3 sous les étoiles parisiennes, avec la promesse murmurée d'essayer de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres du passé. L'automne apporta un défi inattendu. Les parents d'Isabelle, industriels bordelais qui n'avaient jamais approuvé le mariage de leur fille, découvrirent la vérité sur Camille et menacèrent une bataille judiciaire pour la garde de Louis. Le procès qui suivit fut dévastateur, mais aussi cathartique. Au cours de l'enquête, il apparut que l'incendie n'était pas un simple accident. Le système anti-incendie avait été désactivé pour maintenance par l'entreprise des beaux-parents de Philippe, qui avait retardé les travaux pour économiser. Leur négligence avait causé la mort d'Isabelle et de Thomas. La révélation détruisit les Dubois, qui retirèrent toutes les accusations et disparurent, submergés par la culpabilité. Mais cela servit aussi à libérer Camille et Philippe du poids de la culpabilité qu'ils portaient. Ils n'étaient pas responsables. Ils étaient victimes d'une tragédie causée par l'avidité d'autrui. Cette nuit-là, dans le jardin commémoratif, Philippe et Camille s'embrassèrent pour la première fois. Ce n'était pas de la passion, mais du réconfort, la promesse silencieuse de ne plus être seul dans la douleur. Noël apporta une chute de neige rare sur Paris et une réunion encore plus rare. Philippe avait invité la famille de Thomas, les parents adoptifs âgés, l'autre sœur avec ses enfants. Camille faillit s'évanouir en les voyant entrer, craignant leur jugement. Mais la mère de Thomas traversa le salon et embrassa d'abord Philippe, le remerciant pour la fondation à la mémoire de Thomas. Puis Camille, lui murmurant que Thomas serait heureux de la voir ainsi, avec une famille à aimer. Pendant le dîner du réveillon, alors que les enfants jouaient et que la neige continuait de tomber, le père de Thomas dit quelque chose qui changea tout. Regardant Camille et Philippe, assis côte à côte, avec Louis qui riait entre eux, il dit que du feu naissent des phénix, que Thomas était mort en sauvant non seulement une vie, mais toute une future famille. Le matin de Noël, Louis se réveilla et trouva non seulement les cadeaux, mais aussi un document officiel. Camille était maintenant légalement sa tutrice avec Philippe. L'enfant courut les embrasser, déclarant que c'était le meilleur cadeau de tous. 2 ans plus tard, dans ce même jardin où l'aile avait brûlé, Philippe et Camille se marièrent. Louis, maintenant 7 ans, porta les alliances avec fierté. Dans son discours écrit par lui, il dit que le feu avait emporté sa première famille, mais lui en avait donné une seconde, plus grande, plus étrange, mais tout aussi remplie d'amour. La fondation Thomas Moreau devint l'une des plus importantes de France pour le soutien aux familles de pompiers.
Le centre Isabelle et Thomas pour enfants traumatisés, construit où se trouvait l'aile brûlée, aidait des dizaines d'enfants à retrouver leur voie, tout comme Camille avait aidé Louis. 5 ans après l'incendie, une photo de famille les montrait tous dans le nouveau centre. Philippe sans plus l'armure du costume coûteux, Camille avec les mains tachées de peinture des ateliers d'art, Louis qui lisait des histoires aux plus petits. Et puis, il y avait les jumeaux, nés 2 ans après le mariage, Thomas Junior et Isabelle, la preuve vivante que de la cendre peut naître une nouvelle vie. Sur le mur du centre, Louis avait écrit avec ses crayons maintenant assurés « Les familles ne sont pas toujours celles avec lesquelles on naît. Parfois, ce sont celles que le destin nous envoie quand on en a le plus besoin. Parfois, elles naissent du feu, et ce sont les plus fortes de toutes. » L'histoire de comment une gouvernante sauva un enfant traumatisé devint légende, mais la vérité était plus simple. L'amour peut naître de la douleur partagée, le pardon est plus fort que la vengeance. Et parfois, les personnes que le destin nous envoie dans les moments les plus sombres sont précisément celles dont nous avions besoin pour retrouver la lumière. Et dans cet hôtel particulier de Neuilly, où régnait autrefois le silence, résonnaient maintenant les rires d'enfants, les projets de vaisseaux spatiaux, et la certitude que certaines familles, celles forgées dans le feu, sont vraiment indestructibles. Mettez un like si vous croyez que des tragédies peuvent naître des miracles. Commentez avec le moment qui vous a le plus touché le cœur. Partagez avec ceux qui ont besoin de savoir que la douleur peut se transformer en amour. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui démontrent comment le destin s'est tissé des trames impossibles. Car au final, ce que fit la gouvernante ce jour-là ne fut pas seulement faire parler un enfant traumatisé. Ce fut démontrer que l'amour peut naître de la cendre, que le pardon est plus fort que la vengeance, et que parfois, les personnes que le destin nous envoie dans les moments les plus sombres sont précisément celles dont nous avions besoin pour retrouver la lumière.